8h41, c'est le feuilleton depuis la rentrée. L'école sous haute pression virale. L'école qui se débat avec des protocoles sanitaires tatillons, révisés déjà par 2 fois en 10 jours. Alors d'un côté, vous avez les enseignants tenus à une comptabilité stricte des cas de Covid et des autotests de leurs élèves. Les profs adjoints officieux des ARS en quelque sorte. Et puis de l'autre, vous avez les parents qui ont parfaitement décodé la situation. Donc sous l'apparence de la rigueur, le protocole sanitaire actuel, en réalité, c'est laisser filer le virus. Personne n'ira vérifier les mensonges ou les tests mal faits qui se cachent souvent derrière les fameuses attestations sur l'honneur. À l'école, tous cas contact et savoir le ministre à Ibiza à Noël, forcément ça agace. Est-ce tout ce que l'on dira de l'école pendant la campagne? Nous sommes à 80 jours du premier tour de l'élection présidentielle et on en parle ce matin avec Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour. Journaliste à Valeurs Actuelles. David Revaud-Dallon, rédacteur en chef du service politique au Journal du Dimanche. Bonjour David. Et Fathia Agag-Boudjala qui est essayiste et enseignante également au collège dans la vraie vie. Donc bonjour Fathia. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Je commence avec vous à l'occasion de cette remobilisation à l'école aujourd'hui qui s'annonce plus faible que la semaine dernière sensiblement. On avait 2 écoles sur 5 à peu près fermées, un lycée sur 4 la semaine dernière. Ce sera nettement moins aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant parlé de l'école, mais c'est uniquement sous l'angle sanitaire. Comment ça va l'école de votre point de vue d'enseignante aujourd'hui, Fathia? Écoutez, c'est ce qui m'étonne beaucoup. J'aurais aimé que les profs se mobilisent autant que la semaine dernière sur d'autres sujets parce que Jean-Michel Blanquer est le ministre qui sera resté le plus longtemps en poste et donc il a eu le temps de mener à bien des réformes qui sont, à mon sens, complètement néfastes, c'est-à-dire la fin du bac national, le bac à la carte par les épreuves communes dans les établissements. Il y a eu plusieurs réformes de ce type. Il y a eu une prime au privé comme jamais avant, c'est-à-dire que sous Édouard Philippe, pendant les budgets de la fin de l'année, décembre, on a retiré 10 millions d'euros systématiquement au budget des écoles publiques pour les donner au privé. Donc il y a eu beaucoup de réformes et on aurait dû se mobiliser avant. Là, ce que je note, c'est qu'en fait, c'est un motif complètement dépolitisé, le protocole. Je trouve ce motif un peu farfelu parce que c'est pas le ministre qui l'a décidé. C'est la haute autorité de santé qui a toujours été vraiment à contre-temps, je trouve, et assez casse-pied dans ses préconisations. Oui, le motif sanitaire prétexte à une remobilisation, histoire de dire qu'on existe encore. Voilà, dans les syndicats essayent de jouer vraiment leur jeu. Ça sent la fin de règne. Oui. Et quand il y a une fin de règne, le ministre ne tient plus vraiment son ministère. Moi, je pense que la fuite sur Ibiza vient de son cabinet. Mediapart a dû recevoir comme ça une info. Et ça sent la fin de règne. Donc, on se lance, on essaie de mobiliser. Mais encore une fois, le protocole sanitaire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? Un protocole plus allégé, les profs auraient dit qu'on ne les protégeait pas assez par rapport au virus. David Revaud-Dallon. Tout ceci, je partage tout à fait ce qui est dit sur le fond. Après, il y a aussi la question de la forme. N'oubliez pas que dans ce quinquennat, d'abord au niveau du président, ce qui a été un des principaux reproches, non seulement des oppositions, mais de tous les corps intermédiaires, ça a été de les mépriser, de ne pas les prendre en compte, de ne pas les consulter, etc. Passer par-dessus la tête aussi. Passer par-dessus la tête, et c'est spécifiquement vrai pour l'éducation nationale, où les syndicats, certes, vous avez raison, jouent un jeu aussi politique, jouent la fin de règne, mais les syndicats et les personnels au-delà des syndicats ont l'impression de ne pas avoir été consultés, de ne pas avoir été entrepris sur les diverses évolutions, et notamment celles liées à la crise du Covid. Mais ça, c'est porté aussi au crédit de Jean-Michel Blanquer d'avoir refusé ce qu'on appelle la cogestion du ministère avec les syndicats. Oui, et ce qui était aussi porté au crédit de Jean-Michel Blanquer dans la gestion de cette crise, c'est la spécificité française qui veut que la France est un des pays où l'école est restée le plus longtemps et le plus souvent ouverte. Et patatras, et le problème, c'est qu'en fin de règne, comme vous dites, et à 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle, tout ceci remonte, et cette erreur sur le protocole, parce que franchement, Jean-Michel Blanquer, bien sûr, on ne va pas lui reprocher d'avoir pris quelques jours de vacances, et même pas à Ibiza. Le problème, c'est que quand un protocole sanitaire rentre en vigueur à 24 ou 48 heures, il aurait peut-être
pu organiser au moins une visioconférence avec les représentants syndicaux, avec les représentants des personnels, peut-être revenir à Paris un peu plus tôt. Je pense que là, il s'agissait de traiter un petit peu les personnels. Et s'il avait fait ça, je pense que cette journée d'action, enfin cette deuxième journée d'action et la première, n'aurait jamais eu lieu. Je pense qu'il y a une petite faute de méthode, une petite faute de quart. Et évidemment, dans ce contexte-là, l'affaire d'Ibiza s'enflamme comme une soirée mousse dans une boîte de nuit. Voilà, mais au-delà de l'affaire Ibiza, si je puis dire, Charlotte Dornelas, si on prend un peu de champ, on observe que finalement, c'est vrai que sur l'école, des réformes importantes ont été entreprises. La réforme de Parcoursup, le dédoublement des classes dans les petits niveaux, dans l'enseignement prioritaire. Quand même, des choses importantes ont été faites et il y a extrêmement peu de débats à l'orée de cette présidentielle concernant l'école. Alors que l'on sait, on a des éléments qui permettent de dire quand même l'école française, tout ne va pas bien. Il y a des éléments de déclassement, je pense aux classements internationaux notamment. Ben, en fait, il y a plusieurs choses parce que là, en effet, moi je suis d'accord sur le motif un peu prétexte à la détestation d'un ministre pour des raisons à mon avis plus idéologiques depuis d'ailleurs quelques années. Je pense d'ailleurs qu'on prête beaucoup d'intention à Jean-Michel Blanquer, on lui prête beaucoup d'actions sur des prises de position qu'il a eues. Mais passé ce constat-là, moi je pense que le motif sanitaire est parfaitement réel et la colère à la fois des parents, des professeurs était légitime, mais elle était sur un terrain en effet sanitaire qui ne visait pas d'abord, en tout cas de manière non légitime, le ministre de l'Éducation nationale. En revanche, dans une campagne présidentielle, en effet, on aimerait avoir ce même débat qu'il faudrait avoir sur l'école en profondeur que sur la justice, que sur la police. Le problème, c'est que même politiquement, depuis des années et des années, on court en permanence après les conséquences, notamment au moment où il faut penser une réforme, sans que jamais personne, même au moment d'avoir un débat de fond, ne se penche sur les causes de, là en l'occurrence pour l'école, du déclassement, les causes qui ont poussé à ce que le savoir, pour faire très simple, ça a été la grande bataille idéologique initiale, est-ce que c'est le savoir qui est au cœur de l'école? Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que ce sont les syndicats avec leurs revendications? Est-ce que c'est le ministre qui le décide? Qu'est-ce que l'école, en fait? Ça a l'air d'être une grande question, mais c'est une question que finalement personne ne se pose, même à l'entrée d'une campagne présidentielle, et alors même que tout le monde commence ses phrases en disant le déclassement est réel. C'est une question à plus de 50 milliards d'euros, qui est le budget de l'éducation nationale. Alors, je n'ai plus en tête le chiffre exact, mais enfin, on est dans ces ordres-là, Fathia. Alors, vraiment, ça, ce serait quand même quelque chose d'important à dire. Oui, il y a énormément d'argent dans le budget de l'éducation nationale, mais il faudrait le flécher, cet argent. Il ne va pas auprès du nombre d'adultes, auprès des élèves. Il va maintenant beaucoup dans des chargés de mission. Les rectorats débordent. La graisse du mammouth, elle est dans les rectorats. Nous, les profs, c'est nous qui avons permis que les écoles restent ouvertes. Nous, on est le muscle. Oui. Voilà. On a rogné sur le muscle, on ne rogne pas sur la graisse. On favorise des projets qu'on dit innovants, des vélos-bureaux. Voilà ce qu'on a fait dans certains établissements. Qu'est-ce que c'est un vélo-bureau ? Vous comprenez, les enfants n'arrivent pas à rester assis calmes, donc ils leur font un système de vélo sous le bureau pour qu'ils puissent pédaler pendant l'heure de cours. Ce qui pourrait permettre de produire de l'énergie, qui plus est. Ça serait vous avez ça dans vos classes, Fathia ? C'est dans les établissements REP+, notamment de l'Académie de Paris, et on vous dit il faut que l'école soit hospitalière, c'est-à-dire qu'il faut revoir les classes, les tables en îlot pour qu'elles puissent bouger. Voilà. Ça, on ne le propose pas à l'école alsacienne. Ça, on ne le propose pas dans les écoles de centre-ville chic. Ça, c'est pour les établissements REP. C'est-à-dire qu'au lieu d'enrayer une baisse de niveau qui est générale, qui est due à plein de choses, ça coûte trop cher d'enrayer ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'accompagner, puis on va truquer le thermomètre. Oui. Et là, il va falloir le dire sur l'éducation nationale. Il n'y a eu aucune alternance politique dans le ministère de l'Éducation nationale depuis 30 ans. Le socle des compétences, c'est-à-dire, on va dire aux gens, bon, il n'est pas très bon, il a 8 de moyenne, mais quand même, s'il se donnait les moyens, il saurait faire ça. Donc, on va valider des compétences. C'est François Fillon qui l'a mis en place. Ça a été renforcé après par Najat Vallaud-Belkacem, Gilles de Robien, et pareil Blanquer. Et là, le niveau baisse, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, mais c'est le lycée qui est trop élitiste. Donc, ce qui a coulé le collège grâce à Najat Vallaud-Belkacem, ils veulent le prolonger maintenant au lycée. Et après, ce sera la fac. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire très concrètement, Fathia, de votre point de vue ? On a perdu des quantités d'heures d'enseignement de français, on a diminué les heures d'enseignement de français et de maths. C'est simple, enseigner, faire cours, faire travailler, faire apprendre. Ça, c'est pas la mode. On doit faire travailler les élèves sur l'hygiène, sur le sens de l'engagement.
tenir sa parole. On empiète sur la sphère des parents. On doit éduquer. On doit parler du développement durable. On doit... Dans tous les trucs de mode, voilà, on doit consacrer une journée. Il y a, vous savez, les journées anti-ceci, anti-cela. Oui, sensibiliser aux discriminations, l'éducation sexuelle, etc. On n'a jamais aussi peu donné de cours de français et de maths. On n'enseigne pas, on ne favorise pas l'apprentissage. En primaire, Najat Vallaud-Belkacem a mis en place un truc très simple qui s'appelle... le système par cycle. C'est-à-dire, alors moi, des instits me l'ont dit. Ils m'ont dit, mais c'est super parce qu'en fait, si les élèves n'ont pas appris ce qu'ils étaient censés apprendre, ils le feront l'année suivante. Une instit m'a dit que c'était très bien de faire apprendre aux gamins uniquement, par exemple, je chante, il chante. On ne fait plus apprendre par cœur l'ensemble. Tu chantes, nous chantons, vous chantez, ça sert à rien. Parce que qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, mais ils n'utilisent jamais les autres personnes. Les autres pronoms personnels. Voilà. C'est l'algorithme de Google. Ils n'apprennent pas, ils ne l'utiliseront pas, on ne leur apprend pas. Résultat, on récupère des gamins, moi en 6e, qui n'ont jamais appris par cœur, qui ne savent pas apprendre par cœur, qui ne savent pas être autonomes, qui ont peur du silence, qui ne savent pas rester 1 heure assis. On court après. Et qu'est-ce qu'on fait ? On truque les thermomètres. Rendez-vous compte qu'au brevet les élèves ont en général 9 de moyenne. Par exemple, dans mon collège RAP+, c'était 9 de moyenne sur 20. Mais ils sont 95% à avoir le brevet grâce au système des compétences. On truque le thermomètre parce que ça coûte moins cher. David Revaudel, édifiant récit de Fathia Agag-Boudialat quand c'est l'expérience qui sort comme cela. Et l'on voit que finalement, l'un des seuls thèmes qui semble percer sur le terrain de l'éducation, c'est notamment la proposition d'Éric Zemmour qui propose de rebaptiser ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Instruction publique, ce qu'on appelle, ce que disent les Anglais, back to basics. Absolument, retour à la Troisième République. Alors, il y a eu quelques petites propositions, mais elles étaient plutôt d'ordre salarial. Je pense bien sûr à l'entrée en campagne d'Anne Hidalgo, souvenez-vous, qui proposait de doubler par 2 le salaire des profs, mais c'était moins une vision générale. C'est vrai que cette question, ça a été dit, elle est totalement absente, mais de manière générale, la question des services publics est totalement absente. Vous citiez Charlotte Dornelas, la justice, la police, ça vaut à part peut-être pour l'armée, ça vaut pour absolument tous les secteurs de la fonction publique. Je remarque quand même qu'il était de bon ton lors de la dernière précédente campagne présidentielle de proposer des coupes dans la fonction publique, des coupes du nombre de fonctionnaires extrêmement importantes. Bien sûr François Fillon, mais aussi Emmanuel Macron. Souvenez-vous, de mémoire, c'était 120 000. Le vent a tourné, la crise est passée par là, le quoi qu'il en coûte est passé par là. Aujourd'hui, il n'est plus question en Macronie de supprimer quelques postes de fonctionnaires que ce soit, et on en fait même un argument d'attaque politique à l'adresse de Valérie Pécresse, qui, elle, est la candidate qui propose de mémoire 200 000 suppressions. Mais j'entends, je donne le chiffre, la France investit en moyenne près de 9 000 € par élève et par an, jusqu'à 18 ans, jusqu'à la fin de l'école obligatoire qui est à 16 ans en France. Mais là, de ce que nous raconte Fathia Agag-Boudialat, on est au-delà des affaires budgétaires, Charlotte Dornelas. C'est sûr et certain. Et je pense que d'ailleurs, la vision sur les questions budgétaires est elle aussi idéologique bien souvent. C'est vrai sur l'école, c'est vrai sur beaucoup d'autres choses. Par exemple, la question du salaire des professeurs. Je rejoins absolument ce que vous disiez sur la graisse et le muscle. Dire que les professeurs doivent être mieux payés, ça peut être vu comme une idée budgétaire seulement, ou ça peut être vu simplement comme une question de priorité. Aussi, hein. Non, mais ça peut être vu très différemment. Est-ce qu'il faut, dans une société, se donner les moyens de remettre le professeur comme le métier dont on a le plus besoin pour l'avenir de ce pays, parce que le déclassement de l'école, c'est pas juste un truc comme ça. La question du thermomètre que l'on casse exprès pour ne pas voir la baisse du niveau, c'est évidemment l'avenir du pays qui est en jeu. Le fait qu'il y ait une classe d'âge entière qui ne sache pas lire correctement, c'est-à-dire qui ne sache pas penser correctement à l'avenir, c'est à la fois les élites et la population de demain. Donc c'est des questions absolument fondamentales pour l'avenir de ce pays. Et mieux payer des professeurs, c'est aussi revaloriser au cœur de la société le métier même de professeur, dont le métier initial n'est en effet pas de sensibiliser des toutes petites intelligences au réchauffement climatique ou aux discriminations, c'est d'abord de leur apprendre à lire, c'est-à-dire à penser. Mais ça se pose une question du coup, Fathia Agag-Boudialat. Alors je donnerai tout à l'heure les chiffres réels sur le niveau de nos élèves, mais il y a le niveau moyen des scolaires des élèves qui baisse, mais qu'est-ce que ça dit de nos enseignants ? Alors je sais que vous êtes enseignant,
enseignante. Vous avez des collègues peut-être qui vous écoutent. Oh, vous inquiétez pas, ça fait longtemps que j'ai renoncé à être très populaire parmi mes collègues, donc il n'y a aucune difficulté. Déjà, il y a une idéologie de certains profs qui oublient qu'ils sont fonctionnaires et qui jouent les rebelles à peu de frais, qui sont hostiles à la transmission de valeurs de la République, la laïcité, parce qu'ils sont, je vais vous dire une chose, quand vous êtes dans un établissement complètement ghettoisé avec 96% d'élèves non blancs, musulmans, vous êtes dans la démagogie. Voilà, parce que c'est une façon de survivre. Et surtout, c'est moins fatigant. C'est moins fatigant de tout placer sur le niveau moral que de les faire bosser et puis de corriger des paragraphes argumentés à 40 lignes. Voilà, c'est moins fatigant, c'est de la posture. On a des profs qui se comportent comme des missionnaires en Afrique, au Congo, au 19e siècle. Moi, je ne veux pas des gens qui font de l'humanitaire, je veux des professionnels qui ont de l'ambition pour leurs élèves. Mais par exemple, l'éducation nationale, ça n'a qu'un objectif et ça a été précisé par l'OCDE. Comment on transforme un coût, qui est le service public, en un business, c'est-à-dire en une affaire. Vous dégradez le service public. L'inclusion. Mon Dieu, Zemmour a parlé de l'inclusion, donc il ne faut pas accuser. Avant, il y a des instituts spécialisés pour les élèves. Il y a les ITEP, Instituts thérapeutiques, éducatifs, pédagogiques. Il y a les IME, 2 ans d'attente, pour des gamins qui ont des troubles du comportement très sévères. Vous avez les EREA. Il y a des établissements. Maintenant, on les supprime. Pourquoi ? Pas parce qu'on trouve que l'inclusion, c'est formidable et que ça profite aux gamins. Ça coûte moins cher. Dans ces instituts, l'effectif est restreint, l'encadrement est plus important et il y a du soin. Et là, on rejoint l'idéologie. Il ne faut pas parler de soin. Parce que parler du soin, c'est de dire que des gamins sont différents. Résultat, moi, il y a 2 ans, je me suis retrouvée avec 4 élèves porteurs de handicap, un autiste non-verbal. Non-verbal, c'est-à-dire vous ne comprenez pas ce que... Voilà. Donc il est là pour le bain culturel. L'inspecteur nous a dit, c'est pas grave s'ils ne comprennent qu'un mot ou 2, c'est le bain culturel qui compte. Moi je suis désolée, mes devoirs vont aussi vers ces élèves-là, donc il est hors de question que je les traite comme des plantes vertes. Mes devoirs vont aussi vers les élèves ordinaires et vers les bons élèves. Mais le but de l'éducation nationale, c'est que toutes les familles mettent leurs gosses dans le privé et que le public ne s'occupe plus que des gamins difficiles ou avec des difficultés. Merci Fathia Gagoudja, la parole très forte. David Revaud-Dallon, merci à vous. Et Charlotte Dornelas. Bonne journée à tous les trois.